Conseillère conjugale, Michèle Tanon-Laura, avec elle, les visions divergentes, sources de conflits dans le couple. Sujet très intéressant. Oui, sujet très intéressant, voire incontournable, parce que, comme il faut le savoir, le couple, c'est un projet de vie, c'est une entreprise avec 2 promoteurs. Alors, quand on se met en couple, et ça veut dire qu'on se projette avec cette personne-là pour le reste de notre vie, même si malheureusement, parfois, en cours de chemin, on se sépare. Mais on va partir sur la base du fait qu'on se met en couple pour rester tout le temps ensemble et pour toujours. Et il peut arriver qu'il y ait des conflits dans le couple parce que, justement, on n'a pas la même vision par rapport à la direction qu'on veut emprunter, soit seul, soit avec le reste de la famille qu'on aura composée. OK. De ce fait, qu'appelle-t-on vision divergente? C'est vrai que quand on se met ensemble, on est obligé de regarder dans la même vision, mais on a nos comportements, on a nos familles, on a nos cultures. Tout à fait. Il y a 2 aspects qui peuvent influencer la vision, c'est-à-dire le rapport à soi, comment je me positionne par rapport à moi-même, comment je me vois et comment je socialise. Si je suis une personne introvertie et casanière, par exemple, et que je me mets en couple avec une personne extravertie et qui aime bien vivre dehors, socialiser beaucoup, vous voyez déjà qu'on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même attirance pour les grands groupes. Et déjà, ça nous fera une vision divergente parce que le mode de vie de l'un n'est pas compatible avec celui de l'autre, sauf si on fait d'énormes compromis. Ah, j'imagine. Et les compromis répétés qui font qu'on ne se sent plus dans sa propre vision ou à sa place dans une relation finissent par vous frustrer et vous démotiver. Donc, du coup, vous perdez de l'intérêt pour la relation de couple, vous perdez aussi de la motivation. Merci beaucoup pour tous ces mots. Eh bien, nous allons, avant de revenir à vous, Michèle Tanon-Laura, nous allons écouter des populations qui se prononcent, bien sûr, sur ces visions divergentes, sources de conflits dans le couple. C'est au micro de Pascaline Kwame. C'est le choix de la maison. Voilà, moi, je voulais un appartement, lui voulait une maison basse. Bon, on a lutté longtemps. Bon, vers la fin, il a eu raison, on a pris la maison basse. Le choix de l'école de l'enfant. Il voulait une école publique, comme l'école publique est dans la cité. Moi, je voulais une école privée. Bon, là, dans cette cité, cette fois-ci, c'est moi qui ai eu raison. Juste après la crise, tout le monde allait vers les 2 plateaux. Et moi j'ai pu avoir une autre maison à Boubou. On n'a pas souhaité qu'on aille là-bas. Mais cette divergence de vue a fait que je me suis imposé. Parce que la maison de Boubou était plus grande et puis était un peu plus spacieuse et moins chère par rapport à celle des 2 plateaux. Il y a encore ce même problème qui s'est posé sur le choix du quartier quand il fallait construire une maison. Alors, elle préférait les 2 plateaux, enfin, la Riviera Bergerville, et moi j'ai préféré Songon. Bon, ce point de divergence-là a fait qu'il n'y a pas eu d'entente, mais finalement, c'est mon point de vue qui a primé. Parce que Songon, le terrain était de moitié moins cher que celui de Bergerville. Madame veut regarder Nouvelas alors qu'il y a un match de Ligue des Champions et il y a une seule télé. Donc forcément, vous êtes obligé de vous plier. Et quand c'est comme ça, je sors. Je préfère aller dans un maquis et puis regarder mon match tranquillement. Chez nous, souvent, c'est la télévision. Souvent, je vais regarder mon feuilleton, monsieur veut regarder le ballon. Donc, quand c'est comme ça envoie les petites histoires. Souvent, je suis obligé de me lever devant la télé et puis lui, il gagne. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'acheter une télévision et puis mettre dans la chambre pour moi. Pas du cas de la télé, par exemple, à la maison, pour que les enfants puissent rester à la maison. Parce que si vous monopolisez seule la télé, les enfants sont obligés d'aller ailleurs, hein, et même madame également. Donc, il faut organiser les choses. Quand c'est bien organisé, chacun a son temps et chacun assiste. Moi, souvent, je regarde les clubs de petits là aussi avec les enfants. Souvent aussi l'émission de madame, j'assiste et ainsi de suite. Et puis ça va. Michèle Tanon-Laura, on vient d'écouter là, c'est, on va dire, du plus simple
Oui. Au plus fort, voilà. La télévision, on se bat là-dessus, oui. On se bat sur le choix de l'école, bien même du quartier. Il y a une qui a dit, on a lutté jusqu'à... Oui, oui, c'est compliqué, on a lutté. Tout ça. En fait, ça démontre la perception qu'on a de l'échange sur ce qui nous oppose. Parce que la dame dise, on a lutté, et le deuxième intervenant a dit, je me suis imposé. Donc, vous voyez que c'est très conflictuel, oui. Alors que vers la fin, le dernier intervenant, lui, il a parlé de compromis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ne pas avoir la même vision, on peut ne pas être d'accord sur un fait, comme sur le choix de l'école de l'enfant, par exemple, mais il faut argumenter, parce que quand on se projette dans une école publique ou une école privée, c'est parce qu'il y a des aspects qui nous plaisent. Donc, quand le conjoint n'est pas d'accord, c'est peut-être parce qu'il n'a pas perçu ces aspects-là comme intéressants pour la famille. Donc, en argumentant, on met ces aspects-là sur la table et on les expose. Une fois qu'on a écouté l'autre, on voit si, effectivement, ces arguments tiennent la route ou non. Mais quand il n'y a pas de discussion, il ne peut pas y avoir de compromis. Parfois, le compromis se fait d'un seul côté. Comme le monsieur qui a dit qu'il regardait les dessins animés avec ses enfants et tout, parce qu'il trouve qu'il ne veut pas faire de bagarre. Donc, ce compromis-là, il le fait. Mais comment les autres le perçoivent? Parce que c'est quand même une privation. Il n'a pas envie de regarder un film et il a envie de voir son match. Mais comme il pense à l'autre, il se plie. Il a même dit « je me plie ». Donc, quand l'autre se plie, il faut qu'on ait conscience que c'est un sacrifice qu'il a fait et lui donner en retour la monnaie de sa pièce. Autrement, ça devient quelqu'un qui a l'habitude de faire des sacrifices en face d'une autre personne qui fait ce qu'il veut, qui fait son chemin, qui fait sa vie sans tenir compte des sacrifices en face. Et cela peut être préjudiciable pour la relation. Pour la relation. Alors, on a l'éducation, on a la culture, on a nos traditions et le tout. Tempérament, le caractère. On a nos habitudes, nos attitudes. Oui. C'est quoi les causes réelles de ces conflits et de tout cela? Eh bien, les conflits interviennent lorsqu'on est surpris de la position de l'autre ou de l'opinion de l'autre. Une fois qu'on est surpris, on se dit, je ne m'attendais pas à ce qu'il pense ça de tel sujet, par exemple. Il peut y avoir la surprise simple, il peut y avoir aussi une surprise qui entraîne un choc parce qu'on se dit « waouh, c'était pas du tout ce que je pensais ou je ne m'attendais pas à ça de mon compagnon ou de ma compagne ». Donc, lorsqu'il y a un choc, ça veut dire que la surprise impacte encore plus violemment l'un des conjoints. Donc, qui dit impact violent dit besoin de réparer cette perception-là. S'il y a un impact violent qui se traduit par un choc, on doit en parler et on doit réparer le choc. On ne peut pas passer outre un choc et poursuivre la relation comme si de rien n'était. Ça voudrait dire qu'on fait fi du malaise occasionné par une de nos réactions ou par une proposition que notre conjoint n'attendait pas et qui le dérange, mais qu'on passe par-dessus. Et cela occasionne un malaise qui peut s'enraciner. Il y a aussi l'intransigeance. Quand on n'est pas du même avis et que l'autre en face est intransigeant, ça aboutit à des disputes, à des conflits. Si on refuse catégoriquement d'écouter l'autre, de le laisser s'exprimer, d'intégrer son point de vue ou ses propositions à la décision finale, là aussi, il peut y avoir des conflits. Et il y a le manque de souplesse. Il y a des gens qui sont tellement rigides que la proposition qu'ils font, elle est juste à prendre ou à laisser. On ne peut pas vivre en couple, en famille, en ayant cette façon de faire, de dire c'est à prendre ou à laisser parce que je suis le chef de famille ou parce que je suis ton épouse ou parce qu'on ne peut pas se croire tout permis et ne pas laisser d'espace à l'autre, aux autres, pour s'exprimer et pour s'épanouir. Parce qu'en principe, une relation de couple, c'est fait pour s'épanouir. Si on est tellement bridé qu'on ne s'épanouit plus, ben on se flétrit dans la relation et on se déconstruit. Est-ce qu'on doit être, on va dire, éventuellement passif, hein, on doit céder pour pouvoir éviter des conflits? Céder ne peut pas être un mode habituel de résolution de conflits, ni de divergence. Quand on n'est pas d'accord,
on parle, on argumente et on justifie son point de vue. Parce que céder, c'est un peu comme une fuite en avant, c'est un peu comme baisser les bras, c'est un peu laisser l'entière responsabilité ou l'entière décision à l'un des conjoints. Il y a des familles où les hommes se débarrassent sur leurs femmes pour certains sujets, comme l'école des enfants, l'encadrement des enfants, la gestion domestique, et ils n'apportent que l'argent. Et là, il y a un dysfonctionnement, parce que pour asseoir l'autorité du papa, par exemple, qui apporte que l'argent et qui n'est jamais présent, mais les enfants ont besoin qu'il s'implique un peu plus. Alors qu'il y a des conjoints qui pensent qu'en mettant les moyens à la disposition de madame, elle peut tout gérer, mais elle ne peut pas tout gérer. Elle peut régler les factures, c'est vrai, mais en termes d'autorité parentale, en termes d'éducation d'enfants, les enfants ont besoin d'avoir le concours des deux parents pour les intégrer à leur éducation. Je suis sûr que ma question vous fera sourire. Donc, que pensez-vous de ceux qui estiment qu'il faut prendre le temps de bien connaître son partenaire, étudier son partenaire avant même le mariage ou avant même d'habiter ensemble? Est-ce que cela est réaliste ou possible? C'est vivement recommandé, c'est vivement recommandé. C'est vrai qu'on ne finit jamais de connaître une personne, mais il y a un minimum. Il y a un minimum, c'est-à-dire les goûts d'une personne, les tendances, le caractère. Tout à l'heure, le coach Koukounion a parlé de procrastination. Oui. C'est un facteur de conflit dans beaucoup de couples parce que quand on responsabilise son conjoint ou sa conjointe et que cette personne retarde l'exécution de ce volet-là, ça peut mettre en difficulté toute la barque familiale. Donc, il faut qu'on étudie la personne pour savoir qu'est-ce que je peux attendre de cette personne et quel effort ça va me demander. Si je n'étudie pas la personne, je n'aurai pas un plan d'action pour combler ses défaillances ou ses points faibles. Si c'est une personne qui est peu motivée ou qui n'aime pas aller vers les gens et que je lui demande d'aller à la réunion de rentrée des enfants, à l'école des enfants, c'est vrai que cette personne-là ne sera pas confortable. Donc, si on a eu le temps d'étudier notre compagnon ou notre compagne et qu'on a vu cet aspect-là, par exemple, chez elle, on saura que quand il y a une réunion de famille, c'est nous qui allons nous y coller. On ne sera pas surpris parce qu'on aura eu le temps de mettre en place une stratégie pour combler ce côté-là. Ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut, il faut du temps pour se connaître et savoir faire une répartition des tâches. Du temps pour se connaître, on étudie en dehors de la vie à deux. Est-ce que quand on y entre, on continue encore l'étude? Bien sûr, parce que chaque étape de la vie a des situations. Et chaque situation va révéler une facette de notre personnalité. Donc, par exemple, en cas de perte d'un emploi, il y aura une réaction. Celui qui a perdu son emploi peut entrer en dépression, peut ne plus être jovial, alors que pendant qu'il travaillait, il était jovial. Donc, il y a beaucoup de changements. Et il va falloir intégrer ces changements-là à la communication dans le couple et à l'interaction dans la famille. On ne peut pas rester indifférent aux événements qui impactent fortement la vie de l'individu au sein du couple. Si j'ai eu une promotion au travail, je suis contente, ça va nous apporter un peu plus d'argent, mais quelles sont les conséquences dans la famille? Il faudrait que le compagnon aussi puisse savoir que une pièce a deux faces et que s'il y a un bon côté, du coup, le mauvais côté, c'est que la personne sera moins présente à la maison. Donc, est-ce que le compagnon est prêt pour suivre les devoirs des enfants, pour faire des tâches que je ne pourrai plus faire parce que mon travail avec la promotion me prendra un peu plus de temps? Donc, c'est pour ça qu'il faut discuter et trouver des compromis, pas imposer ni se plier. Alors, on va aller maintenant dans un aspect un peu plus important, à côté du choix de la télé ou même des couleurs des draps et tout. Comment devrait se faire, ou bien comment on devait se décider, le choix de la religion des enfants si, par exemple, les deux parents sont de religions différentes? Mais déjà, le fait que les deux parents soient de religions différentes, ça montre une ouverture d'esprit. Parce que si c'est un problème vraiment pour eux, ils ne se mettent pas ensemble, soit parce que la famille influence, soit parce qu'ils veulent absolument rester avec des personnes qui sont du même bord religieux qu'eux. Lorsque les religions des conjoints sont différentes, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, naturellement, on a tendance à croire que mon enfant sera de la même religion que moi,
parce que je vais l'éduquer. Alors, les enfants en bas âge sont souvent avec les mamans. Donc, si par exemple la maman est musulmane, elle aura tendance à préparer ses enfants pour aller à la mosquée avec elle. Si elle est pratiquante, si elle est chrétienne, c'est la même chose pour aller à l'église ou au culte du dimanche. Et quand l'enfant va grandir, il va poser des questions. Donc, il y aura des cérémonies, il y aura par exemple, en ce moment, c'est le moment de jeunes musulmans. Il y aura tout ça que l'enfant va voir et il va connaître. Mais à un moment, il va être libre de choisir. À ce moment-là, les parents peuvent lui recommander un choix, lui laisser la liberté ou alors lui imposer. Très souvent, c'est le papa qui veut imposer sa religion parce qu'il a l'impression que c'est un de ses attributs en tant que chef de famille de l'idée religieusement aussi ses enfants, sa progéniture. Oui. Alors, un autre sujet encore important, si par exemple les parents ont des divergences sur comment parler de sexualité, par exemple aux enfants, ou même le moment idoine pour le faire, quelle serait la démarche pour l'un ou pour l'autre? Vous savez, parler de sexualité à nos enfants, c'est quelque chose qui est très, très délicat et on n'est jamais vraiment confortable. Donc, ce qui se passe dans ce cas-là, en général, on laisse la patate chaude entre les mains du parent qui a l'air de s'en sortir le plus ou de s'entendre mieux avec les enfants ou de savoir mieux y faire. Parce que parler de son intimité déjà avec son conjoint, ce n'est pas évident et ça devient encore plus difficile lorsque la question doit être abordée avec nos enfants. Donc ce qu'il faudrait, c'est faire un sas. Si par exemple la jeune fille, l'adolescente, a des émois, qu'elle s'en ouvre à son papa ou à sa maman, c'est parce qu'elle est plus à l'aise avec cette personne-là. Donc, le papa ou la maman confident de l'enfant doit partager avec son conjoint, mais sans que l'enfant sache que l'autre parent à qui il n'a pas décidé de parler est déjà au courant. Ça rime à quoi? Eh bien, ça rime justement à ce que les deux parents soient au même niveau d'information sur les centres d'intérêt sexuel de leurs enfants et sur le niveau aussi de progression de l'enfant par rapport au sujet de la sexualité, parce que les enfants grandissent, ils vont forcément être confrontés à des choix sexuels, à des décisions, et il faut qu'ils soient accompagnés par les parents. Donc le plus important, c'est de ne pas laisser les enfants sans encadrement. Et la stratégie que la famille mettra en place devra être une stratégie optimale pour ne pas que l'enfant qui s'est ouvert à sa maman soit gêné après, ne veuille plus aller à table ou bien se sente trahi parce qu'elle a compté sur la confidentialité qui n'a pas été respectée. Donc lorsqu'un parent a un secret sexuel de l'enfant, il ne faut pas qu'il le garde pour lui seul. Pourquoi? Parce que l'enfant appartient aux deux parents et il faut que les deux parents avisent pour savoir quelle est la conduite à tenir et ils enverront ensuite un représentant des parents vers l'enfant. Ce sera celui que l'enfant aura choisi comme confident ou celui qui se sentira le plus confortable avec la question de la sexualité des enfants. Alors, un autre sujet encore. Oui. On fait le tour, hein, en parlant de visions divergentes. Si l'un des partenaires n'apprécie pas le cercle d'amis, vous avez des amis avec qui vous êtes depuis tout jeune, vous avez cette grosse et grande affinité, mais si l'un des partenaires n'apprécie pas ce cercle d'amis, qu'est-ce que vous devez faire? On s'en sépare parce qu'on est marié, parce qu'on a quelqu'un dans notre vie, ou on essaie quand même de trouver le juste milieu? Bien, écoutez, on ne peut pas se couper de nos relations radicalement parce que le compagnon ou la compagne n'approuve pas. Il faut savoir qu'est-ce que le compagnon ou la compagne reproche à nos fréquentations. Donc, à partir de ce que la personne reproche, on pourra aviser. Si c'est que la personne est trop présente, trop envahissante dans la vie du couple, là, on va la rendre moins envahissante. Il y a des personnes, il y a une jeune dame, par exemple, qui avait été élevée par sa grande sœur. Et quand elle s'est mariée, sa grande sœur continuait de la tutorer. Donc, quand son mari lui remettait le budget de la famille, elle allait remettre cet argent à sa grande sœur à l'insu de son mari. Et un jour, le mari a demandé « Est-ce que tu peux me prêter 30 000 francs de l'argent que je t'ai donné ce matin ?» Elle a dit « Il faut que j'aille chez ma sœur pour le récupérer parce que c'est elle qui le garde. » Donc le monsieur a été choqué parce qu'il ne savait pas que sa belle-sœur était au courant de ces informations financières-là, de son budget familial. Il n'avait pas envie, c'est quelque chose qui est personnel, donc il n'avait pas forcément envie de partager
ces informations avec sa belle-sœur, mais c'était le cas. La jeune dame qui faisait ça, elle pensait faire ça parce que sa grande sœur est plus avisée qu'elle dans la gestion du ménage, mais ça a quand même créé un conflit parce que c'est des informations confidentielles du couple qui sont portées à la connaissance d'une personne qui a été choisie uniquement par l'un des conjoints et pas par les deux conjoints. Et ça peut occasionner un conflit. Alors, avant de terminer rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce sujet aujourd'hui, les visions divergentes, sources de conflits dans le couple? Ce qu'on peut retenir, c'est que quand on entre dans une relation, on vient avec une offre, c'est-à-dire qu'est-ce que j'apporte à l'autre, qu'est-ce que j'apporte dans la famille, et on vient aussi avec une demande de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'attends de la part de l'autre. Donc, il faut savoir ce que nous voulons et ce que nous pensons apporter, parce que si on vient juste avec des besoins et qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce que j'apporte à l'autre, on a déjà un raisonnement qui est biaisé. Donc, l'offre et la demande doivent être vues de part et d'autre. Donc, quand je sais ce que j'apporte à l'autre et ce que j'attends, en cas de divergence, j'ai plus d'outils pour argumenter. Parce que si je ne sais pas ce que j'attends de l'autre, ni ce que je lui apporte, en cas de conflit, je vais juste ressentir un profond malaise, mais sans pouvoir forcément mettre des mots dessus. Donc, interrogeons-nous d'abord sur qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que j'attends de l'autre. Et surtout, mettre au cœur de nos relations la communication. Et la bienveillance. C'est ce que je retiens aussi dans ce que vous avez dit depuis quelques minutes maintenant. Nous ajouterons qu'un couple solide est celui qui s'entraide pour corriger les erreurs et être des personnes meilleures. Merci, Michèle Tanon-Lora. Ça a été un véritable plaisir Partagé avec vous sur le sujet d'aujourd'hui. On dira merci à toutes les personnes qui nous ont suivis.